Madame, Monsieur, bonsoir. C'est encore un plaisir, comme vous le savez, mesdames et messieurs, de vous avoir ce soir à l'heure de votre émission préférée, Le Point. Le Point est cette tribune consacrée aux journalistes pour passer au peigne fin des sujets en fait la une de l'actualité de cette semaine. Et comme vous avez appris, mesdames et messieurs, l'actualité a été dense. Vous avez eu à le suivre sur nos médias avec d'ailleurs ce clash entre l'ANC et l'ADI et bien d'autres sujets que nous aurons le temps de décrypter tout au long de cette émission. Pour nous accompagner, nous recevons sur ce plateau des confrères qui ne sont autres que des habitués de ce plateau. Nous avons Aliro Tchakala, directeur de publication du journal Le Courrier de la République. Aliro, bonsoir. Et bonsoir Daniel, et puis bonsoir à toutes celles et tous ceux-là qui nous suivent en cet instant. Voilà, notre second invité est lui, Adja Ibrahim, directeur de publication du journal Temps Nouveau. Ibrahim, bonsoir. Bonsoir Daniel, bonsoir à tous ceux qui nous suivent en ce moment. Voilà, je veux d'abord vous remercier d'avoir accepté mon invitation et d'être encore là sur ce plateau pour passer au peigne fin les sujets ayant fait la une de l'actualité. Alors, nous allons ouvrir, mesdames et messieurs, les débats ou les hostilités, si vous voulez, entre griffes avec ce sujet, avec ce clash, ce coup de tonnerre intervenu entre l'ANC d'une part et ADI. On va suivre l'élément, tout juste après, on reviendra pour le débat. Au début de cette discussion, il y a eu des rebondissements et autres. Les débats, les discussions ont continué et chaque groupe, la majorité et l'opposition, faisant preuve de bonne foi et de volonté de parvenir à un consensus, nous y sommes arrivés. Ça voudrait dire, et c'est la preuve qu'au Togo, nous pouvons régler les grands problèmes. C'était là la réaction de la présidente du groupe parlementaire ANC-ADI à l'issue de la 3e session extraordinaire des parlementaires. Une session qui a permis de nommer les membres de la Commission électorale nationale indépendante. Une réaction qui n'est pas du goût des responsables du parti ADI qui, à travers une conférence de presse animée hier, estime avoir été trahi. Nous ne sommes pas contents du comportement que notre partenaire principal a eu lors de la formation de la CENI. Nous exprimons notre indignation et dénonçons avec vigueur ce comportement d'un parti ami auquel nous avons toujours marqué la fidélité et la confiance. Il dénonce également le manque de communication sur le sujet. Si le divorce n'est pas consommé, cela pourrait arriver si rien n'est fait, ont-ils ajouté. Les responsables de l'Alliance nationale pour le changement ne sont pas restés silencieux face à ces accusations. Sur les ondes d'une radio de la place, Isabelle Ameganvi estime. On ne peut accuser l'ANC qui a 16 députés et qui n'a que 4 places à la CENI, alors que Arc-en-Ciel qui a 6 députés compte 3 représentants. Et d'ajouter que l'ANC et l'ADI sont comme des jumeaux et les représentants de l'ANC à la CENI sont ceux de l'ADI. Une situation qui fait craindre le pire dans les jours à venir. En tout cas, pour tenter de calmer les tensions, la présidente du groupe parlementaire ANC-ADI a annoncé une réunion entre les différents membres de son groupe. Voilà, retour sur ce plateau, mesdames et messieurs, où nous avons assisté, chers confrères, en milieu de semaine, à cette conférence de presse donnée par ADI, par le président d'ADI, M. Aimé Gogoué. Une conférence de presse à laquelle vous avez assisté, Aliro Tchakala? Oui, je crois que le président du parti ADI avait à situer l'opinion par rapport à ce qui s'était passé, et je crois qu'il a eu à le faire. Et les mots qu'il a eu à utiliser n'étaient pas des mots tendres. Il a eu à exprimer les ressentiments qui étaient les siens, lui et ses militants et même ses alliés du parti ADI. Voilà. Vous savez, moi je trouve tout à fait normal la prise d'opposition de ce parti. Quand on est avec quelqu'un qu'on prend pour allié, on ne le traite pas de la sorte. Je crois que quelque part, ADI n'a pas eu l'égard qu'il lui faut de la part de son allié, l'ANC. Quand on forme un groupe parlementaire, je crois que c'est pour défendre certaines causes communes, c'est pour défendre certaines vertus. Mais quand le manque de sincérité, le manque de considération pour l'autre vient à être la chose la mieux partagée au sein de cette entité, de ce groupe, je crois qu'il y a de raisons suffisantes à ce que certains se sentent frustrés et que certains
clament haut et fort la trahison dont ils ont été victimes. Oui, la trahison dont il parle, c'est dû au fait que l'ADI, le représentant de l'ADI au sein de la CENI, a été purement remplacé par celui de l'UFC. Oui, mais vous savez, c'est l'ADI, et l'ANC aussi, c'est l'ANC. Je crois que quelque part, cette situation bien malheureuse vient ressortir un peu, et la vraie personnalité de certains qui pensent que les autres ne sont que des faire-valoir, voilà, des enjoliveurs, et puis que ça s'arrête là et qu'ils n'ont pas quand même de position à exprimer quand il s'agit de certaines situations. Et on n'en demande pas de telles situations à un tournant aussi capital de la vie de notre pays, voilà, parce que nous sommes dans un tournant capital et décisif. Et quand les murs viennent à se lézarder de cette sorte, et que ceux-là qui devraient faire du chemin ensemble et se donner les coudées franches pour faire du chemin et faire de l'alternance une réalité dans notre pays, viennent à se rentrer dedans, viennent à se tacler, viennent à se poser des pots de banane. Je crois que c'est tout à fait normal quand même qu'on dise adieu à l'embellie que les Togolais attendent au premier trimestre de l'an 2015. Voilà. Acha Ibrahim, vous avez également la même lecture de la situation? Oui, je pense bien que c'est la même chose, c'est le même point de vue que mon frère Tchakala. Et ce qui s'est passé tout dernièrement montre à suffisance que tous ceux qui s'unissent ou bien se coalisent pour défendre l'idéal que tous les Togolais attendent, l'alternance, ne sont pas suffisamment aguerris pour pouvoir le faire, parce que vous allez voir des gens qui se sont coalisés, qui sont dans une union pour aller vers l'alternance, mais qui n'arrivent pas à s'accorder sur deux petits postes. Vous savez, au niveau de la CENI, un siège à la CENI, c'est quoi dans le dispositif pour aller vers l'alternance? C'est rien du tout, puisque si on est coalisé, c'est qu'on poursuit ensemble un idéal. Donc, si que ce soit l'homme de l'ADI ou bien que ce soit les représentants de l'ANC qui soient à la CENI, je pense qu'ils portent ensemble les valeurs que le groupe défend. Vous voyez, donc ce n'était pas quand même opportun que M. Aimé Gogué anime une conférence de presse pour dire aux gens qu'il est fâché du comportement de l'ANC. Je pense que le linge sale et le linge sale se lavent en famille. Il aurait pu aller vers ses amis de l'ANC et ils vont discuter ensemble. Il n'avait pas, quand même, moi je ne trouve pas opportun quand même sa sortie. Voilà. C'était peut-être pour d'autres mobiles, c'est pas pour nous dire qu'il est fâché, qu'on a pris un poste à son représentant. Voilà. C'était pas ça. Ali Rouchakala, avec cette nouvelle division, avec ce nouveau clash, c'est comme ça que moi je le qualifie, les chances d'union de l'opposition sont fragilisées, se fragilisent davantage. Non, mais ça s'effrite dangereusement. Vous parlez de clash, mais le professeur Tchagoé Gogué est allé encore trop loin pour parler de tsunami politique. Un tsunami politique, vous savez ce que c'est. Donc, moi, je dis que l'incendie qui s'est déclaré dans la maison ANC a dit... il va falloir de grands sapeurs-pompiers pour l'éteindre, parce que si aujourd'hui on est arrivé même à organiser une conférence de presse pour exprimer ce qui a lieu, c'est que le clash est presque une perspective. La rupture peut se consommer. Maintenant, si à partir de ces petites entités, on n'arrive pas à s'accorder sur le juste essentiel, mais je dis que vouloir rassembler toute l'opposition autour d'un idéal qu'est la candidature unique de l'opposition, je crois que ça serait vraiment un pari difficile à pouvoir respecter, à atteindre. Moi, je dis que c'est du folklore, cette candidature unique, c'est du folklore, c'est de la poudre aux yeux aux militants, qu'on jette comme ça aux militants. Sinon, aujourd'hui, les positions sont tellement tranchées et qu'il faut dire adieu à cette candidature unique. Maintenant, toutes les issues sont quand même ouvertes pour que chaque entité fasse son chemin comme il l'entend. Oui, mais la question qui gêne un tout petit peu, c'est le fait que c'est un groupe parlementaire, a dit ANC. Mais est-ce qu'il n'y avait pas peut-être un moyen de régler ce problème en interne, comme le disait à l'instant Acha Ibrahim Oui, déjà le lundi matin, et le docteur Kampatib, qui est un membre fondateur de l'ADI, était sur une radio de la place et disait que suite à ce qui était arrivé au Parlement le 17 septembre dernier, ils ont tenté de contacter les membres de l'ANC, mais en vain.
Donc ça veut dire que quelque part, certains ont fermé les portes. Ça a été fait exprès ou bien? Bon, je difficile de le dire, mais voilà. franchement, c'est ce qui est arrivé est extrêmement grave. Et s'ils sont allés peut-être se livrer à la place publique pour peut-être faire comprendre à l'opinion ce qui s'était passé, c'est que quelque part, l'ADI peut-être aurait constaté que son allié ne voulait pas des échanges pour quand même essayer d'aplanir les divergences qui sont nées. Donc, bon, je crois qu'ils sont suffisamment grands parce qu'en disant que c'est un tsunami politique qui s'est quand même passé la dernière fois, il a eu aussi à tempérer en disant que, bon, pour la vie d'un jeune couple, il y a de ces moments de malentendus. Mais ils sont ensemble depuis 2010, je crois. Oui, ça fait depuis le lendemain de l'élection présidentielle avec le FRAC. Ça fait déjà du chemin, bientôt 4 ans ou 5 ans qu'ils sont ensemble et qu'on n'avait pas besoin de ce spectacle-là qu'ils sont en train d'offrir à l'opinion. Et même moi, je dirais que c'est extrêmement grave parce qu'on est en train de démobiliser les militants comme ça. Voilà. Quand les militants portent leur choix sur certains, ils se disent que bon, cette fois-ci, ça serait sûrement la bonne occasion et qu'on vient à se comporter de la sorte. Je crois que la démobilisation sera la chose qu'on pourra observer le plus et quand il s'agira de cette joute-là qui nous attend. Voilà, Adja Ibrahim, comme le disait aussi Lero Tchekala à l'instant, vous pensez que c'est vraiment, ça fragilise, c'est un coup dur porté à ce regroupement, hein? Oui, mais bien sûr, c'est un coup dur porté à ce regroupement, puisque les gens... Bon, la majorité des Togolais, quand vous sondez ici à Lomé, ils sont favorables à l'alternance, ils sont favorables à l'arrivée au pouvoir de l'opposition au Togo. Et vous allez voir comment les gens se mobilisent pour faire des marches, soit pour aller au meeting de l'opposition. Et la présence d'Adi rassurait les gens, puisque les gens se disaient que c'est M. Aimé Gogué, avec sa probité, avec sa personnalité, vous savez que c'est un professeur d'université, et un monsieur qu'on respecte beaucoup, et à côté de M. Jean-Pierre Fabre, bon, ça donne un certain espoir aux Togolais, de ceux qui veulent aller vers l'alternance. Mais avec ce clash, ça fragilise, puisque les gens seront déçus. Et je m'en vais pour vous dire que c'est ce que nous avons toujours dit. Nous avons toujours dit que tout ce qui se fait au niveau du FRAC, c'était ce que nous appelons des retrouvailles de circonstances. Ce n'était pas quelque chose de bien mûri. Et tout ce qui se retrouvait au niveau du FRAC, comme au niveau du CST, était là pour chacun avec ses objectifs bien définis. Certains sont au niveau de l'ANC et du collectif Sauvons le Togo, juste pour avoir une certaine popularité, surfer sur la popularité des uns des autres. D'autres sont venus juste pour avoir un petit nom. D'autres guettent des postes ministériels. Donc, avec tous ces gens-là qui viennent là-bas, vous allez voir qu'ils ne sont pas porteurs d'un idéal. Et forcément, lorsque ces gens-là ne trouveront pas gain de cause, chacun prendra sa route. C'est ce qui s'est passé avec Agboyome, qui a claqué la porte au CNC, et au CSC qui ne participe plus. Il y a Daoukou Péré aussi qui était parti entre-temps. Vous allez voir que Adi aussi va partir, puisque nous avons des informations comme quoi monsieur Aimé Gogué voudrait aussi être candidat. Donc, si au sein de leur couple, ANC Adi, ils arrivaient à définir un seul candidat. Est-ce que la situation est aussi grave pour aller jusqu'au bord de la rupture, hein? Non, c'est ce que nous disons. Ce sont des suppositions. Le problème de poste à la CENI ne devait pas constituer un problème sérieux, au point d'entamer même la dynamique de l'opposition, la dynamique de l'ANC a dit. Au moins les gens étaient confiants avec ce couple. ANC a dit, se disait que c'est un bloc solide, un bloc compact qui pouvait faire le poids face aux autres qui tergiversent, qui font du va-et-vient. Mais maintenant que ce bloc solide, ce socle, se fissure, mais c'est que vraiment l'espoir des Togolais est brisé. Je dirais que peut-être que cette situation, cette malencontreuse situation, est la résultante de certains antécédents probablement. Peut-être qu'il y aurait des choses qu'on a essayé de couvrir, de ne pas faire sortir cela, certains ressentiments qui seraient nés de certains comportements des uns et des autres. On a tout fait pour étouffer cela. Maintenant, est-ce que cette situation intervenue par rapport au poste à pourvoir au niveau de la CENI serait la goutte d'eau de trop pour faire déborder le vase? Je crois que nous sommes dans cette dynamique. Effectivement, il y a quand même des rumeurs qui fusent de gauche à droite sur un certain malaise
qui se serait emparé de ce groupe parlementaire ANC a dit, bon, là, nous ne sommes pas dans les secrets de ce regroupement, mais je crois que sinon, ce seul poste ne devrait pas quand même mettre hors d'état ce certain au point de sortir et de dire tout haut ce que certains pensaient déjà pas. Maintenant, si on consent que effectivement le groupe parlementaire ANC a dit est là pour une seule et même cause, je pense à mon humble avis que ça ne devrait pas pousser quand même Adi à voir cela comme une trahison, comme si c'était un mépris de leur personne et tout ça là. Donc on devrait gérer ça de façon un peu plus sérieuse et puis un peu plus responsable. Voilà. Mais aujourd'hui, je crois que les pas de taureau ont été franchis et que bon, tout ce qu'on craignait maintenant peut s'avérer comme des évidences. Voilà, et Mme Isabelle Amegavi, présidente du groupe parlementaire ANC, a tenté de minimiser la situation. Elle a dit que ils sont de groupes jumeaux, des frères jumeaux. Comment expliquer ça alors? Oui, mais c'est des jumeaux puisqu'ils portent, je pense qu'ils portent les mêmes valeurs. Et donc, ils s'entendent très bien. Ils sont toujours ensemble, ils définissent les stratégies ensemble. Et ils ont une même vision du Togo qu'ils veulent bâtir, disons, après... Voilà. Après 2015, ou bien, disons, lorsqu'ils prendront le pouvoir en 2015. Donc, ils ont presque les mêmes valeurs. C'est pourquoi Mme Isabelle Amegavi parlait de groupes ou bien de partis politiques jumeaux. Voilà. Mais ce qui n'est pas de nature à donner la sérénité, c'est que quand vous êtes aussi jumeaux, il va falloir aussi jouer à la franchise, c'est-à-dire être beaucoup plus franc envers son coéquipier, être en harmonie avec son coéquipier et toujours discuter avant de prendre une décision. Ne pas se comporter, c'est-à-dire ne pas regarder son allié du haut et afficher des comportements qui frisent un peu le mépris par rapport à son allié. Je pense que c'est ce que le groupe... le parti politique Adi est en train de dénoncer. Voilà. Mais là où nous sommes un peu choqués, c'est que c'est des gens qui ont déjà la soixantaine, qui doivent agir avec une certaine sagesse. Donc, pour ce petit problème, quand on sort, on anime une conférence de presse, c'est qu'on se demande à quelle fin, c'est destiné à quoi. Voilà. Est-ce qu'il n'y a pas d'autres mobiles qui sous-tendent vraiment cette action? C'est cette question que nous nous posons. Voilà. Et quand on fouille, on remarque que, au fait, les gens étaient là seulement pour une rencontre de circonstances. Et quand c'est peut-être un nom, et puis quand quand on voit que actuellement ça ne va plus, on cherche à sortir et il faut créer aussi des situations comme ça pour justifier son retrait. Voilà. Allez, Rouchakala, la situation est similaire aussi au sein du second bloc de l'opposition. Je vais parler du collectif, de la coalition Arc-en-Ciel. De l'autre côté, on reproche au CAR de prendre les décisions, de prendre des décisions de manière unilatérale. C'est l'effritement un peu partout. Oui, c'est l'effritement un peu partout. Au niveau de la coalition Arc-en-Ciel aussi, il y a de ces ressentiments et qui, moi, à mon sens, ne se justifieraient pas. En fait, ils sont allés aux dernières législatives, celle du 25 juillet, en un groupe. Et puis, s'il faut aujourd'hui voir ceux-là qui sont représentés au niveau du Parlement, c'est le CAR qui a pu quand même tirer son épingle du jeu. Voilà. Et aujourd'hui, moi, je dirais que l'attitude du CAR est normale en tout à fait normale. Voilà. Ce parti est d'une rare élégance parce que aujourd'hui, le nom CAR, le nom même du parti CAR, tend à disparaître au profit de la coalition. Vous comprenez? Donc, c'est un acte. Donc, ça veut dire que les responsables de ce parti, le CAR là, ont cette tendance à jouer collectif, à privilégier le collectif que l'individuel. Sinon, aujourd'hui, aucun parti, c'est vrai, certains ont formé le groupe ANC a dit, là, ça veut dire que l'ANC garde toute sa substance et a dit aussi, mais aujourd'hui, au niveau de
de l'Assemblée nationale, on parle du groupe, on parle de la coalition Arc-en-Ciel. Vous savez, donc, le CAR a accepté aujourd'hui, si certaines voix s'élèvent, notamment celle du président de l'UDS, Antoine Folie, pour dire que non, à partir du moment où le CAR est déjà représenté au niveau de l'Assemblée nationale, donc le seul siège quand même qui est revenu et qui leur revenait à la CENI devrait appartenir. Mais au niveau du Parlement, ce n'est pas une faveur qu'on essaie de faire au CAR. C'est un droit. Ils sont allés, eux-mêmes, ceux-là aujourd'hui qui crient au scandale aussi, sont allés à cette joute électorale, mais ils sont revenus bredouilles. Mais dire que le CAR n'a pas le sens du partage, que c'est le CAR qui décrète tout au sein de cette entité, moi je dis que c'est un peu exagéré. Voilà. Et au-delà de ça, la dernière fois, par rapport à la candidature au sein de cette entité qui s'est portée sur Maître Dodi Apivon, les gens, il y a eu des voix discordantes par rapport à ce choix. Et moi, j'estime, il y a le Bassabi Kamara, le président de cette coalition, qui s'était levé pour dire que lui ne se reconnaît pas dans ce qui s'était passé. Il y a même Maître Tchassouna aussi, Traoré, qui aussi n'était pas du tout d'accord par rapport à ce qui s'était fait. Mais je crois que c'est à l'issue d'un scrutin, d'un vote, que le choix s'est porté sur la personne de Dodi Apivon. Non, il n'y a rien de scandaleux là-bas. Le cas aujourd'hui, avec toute la possibilité de dire que non, à partir du moment où c'est moi qui suis la locomotive de cette coalition-là, je décide tout ça là, mais moi je ne vois pas cela. Voilà. Certains observateurs de la vie politique togolaise disent que ce sont des partis peut-être qui ne sont pas assez représentatifs qui causent aujourd'hui problème. Ça, c'est le point de vue de certains. Non, des partis politiques pas très représentatifs qui le font. Non, je dirais que non. C'est exagéré comme propos. C'est exagéré comme propos, puisqu'ils sont dans une coalition, dans une alliance, donc chacun apporte sa pierre pour la bonne marche du groupe. Donc, ils ne sont pas à minimiser. Ils ont aussi leur présence d'or. Et ils valent aussi quelque chose, quoi. Mais ce qui est très important et que ces acteurs politiques doivent comprendre, c'est que quand vous êtes dans un groupe, il y a toujours le meneur, il y a toujours la locomotive, comme on le dit, et c'est la locomotive qui traîne les wagons. Et donc les gens devaient être humbles pour accepter cela. Parce que si les gens ont accepté s'allier avec certains partis politiques, c'est par rapport à l'aura que ces partis politiques ont au sein de l'opinion qu'ils ont accepté s'allier avec eux. Et ils savaient pertinemment qu'en allant, disons, la part du lion devait revenir à ce parti. Parce que je ne peux pas admettre qu'avec tout ce que l'ANC a fait, c'est un exemple que je donne, à Lomé ici, que lorsqu'on arrive au CST, que ce soit un autre parti politique qui vienne damer le pion à l'ANC. On ne peut pas l'accepter. Parce qu'il faut voir aussi, au point de vue numérique, leur représentativité à l'Assemblée nationale. Il faut voir aussi leur assise, leur base militante aussi. Voilà. C'est estimé à combien aussi. Vous voyez, ils traînent beaucoup de foule. Et quand vous voyez les gens faire les manifestations, la grande partie se réclame de l'ANC. Donc, c'est de droit que l'ANC tire la locomotive au niveau du CST ou bien tire la locomotive au niveau de l'ANC a dit. Quand je reviens aussi au niveau de la coalition Arc-en-Ciel, mais le CAR, ce n'est pas un petit parti, c'est un parti qui a fait du chemin. C'est des hommes de valeur, c'est de grandes personnalités qui ont eu à marquer l'histoire politique de notre pays. Voilà. Donc si aujourd'hui ils sont en coalition avec certains partis politiques que nous appelons entre griffes les particules, il faut qu'ils reconnaissent au moins la notoriété aussi du parti du CAR. Ce n'est pas un petit parti. Donc quand ils sont ensemble, quand il y a certaines choses, certaines valeurs à défendre ou bien certains postes à pourvoir, c'est par humilité que le CAR va accepter leur concéder certains postes. C'est par humilité. Sinon, s'il faut passer au vote, je pense que le CAR remporterait. Allez, c'est CAR là. Je rejoindrai mon confrère pour dire que ce soit du côté de la coalition Arc-en-Ciel ou que ce soit du côté du collectif Sauvons le Togo, aujourd'hui, moi je vais un peu plus m'appesantir sur le cas de l'ANC. Le cas de l'ANC, ce parti est un grand parti. Ça, il serait une insulte à l'intelligence des Togolais que de dire que non, l'ANC n'est rien. L'ANC, c'est un grand parti. D'ailleurs, suite aux différends qu'il a opposés à l'UFC, sortir et aller faire ce score-là, il n'est pas donné à n'importe qui. Ça à moins d'un an. À moins d'un an. Donc, ils ont connu une ascension fulgurante. Donc, aujourd'hui, quoi qu'on dise, même si certains viennent quand même à manifester leurs états d'âme, peut-être c'est pour le faire, pour le plaisir de le faire, que par sincérité. Sinon,
l'ANC, c'est le grand parti. Tout le monde voudrait quand même être à côté de ce parti-là pour profiter quand même de son aura, peut-être. De la dimension de ce parti aujourd'hui. Maintenant, il ne faudrait pas quand même taxer l'ANC ou bien le quart de parti gourmand parce qu'ils veulent peut-être avoir plus d'égards que les autres sur certaines situations qui viendraient à naître. Donc, c'est tout à fait normal. Là, je comprends. Aujourd'hui, si un parti, notamment l'alliance de coopérer ou bien quelqu'un d'autre, venait maintenant à fusionner avec Unir, ou bien on forme un groupe parlementaire, Unir, peut-être Alliance, tout ça là. C'est tout à fait normal que Unir aujourd'hui soit quand même le parti à qui reviendrait de droit certains postes s'il y avait des trucs à partager. Donc moi je trouve quand même les partages qui se font au niveau de certaines institutions, la représentativité de certains partis au niveau de certaines institutions, tout à fait normal. Donc cela participe de la logique normale des faits. Donc ce n'est pas usurpé, tant au niveau de l'ANC, du CAC, du Parti Unir. Voilà, nous sommes à quelques mois de la présidentielle et ça s'annonce à grands pas avec déjà l'installation d'une CENI, puis le recensement qui va commencer bientôt avec l'installation également de la Cour des représentations, des représentants, des membres de la Cour constitutionnelle, je vous l'ai dit. Mais avec tous ces problèmes au sein de l'opposition, je vais dire, ces chances d'aller de faire un bon score si ces élections ne sont pas réduites à l'IO Chakala, analyse. Oui, aujourd'hui, nous avons le cœur étreint par la douleur quand on voit un peu ce qui est en train de se faire au niveau des partis de l'opposition, des grands regroupements de l'opposition. On ne souhaiterait pas quand même cela parce que c'est des partis qui nous ont fait quand même vivre de certains espoirs que si hier n'a pas été bon, peut-être demain le sera. Mais aujourd'hui, par rapport à la situation qui prévaut dans les différents états-majors de partis, est-ce qu'on pourra peut-être prendre une certaine hauteur pour se reprendre à temps afin de continuer le combat en vue de l'alternance dans ce pays? Moi, je dis que on attend de voir parce que il nous reste encore presque 6 mois pour cette on ne connaît pas encore la date même de l'élection. Oui, mais ce qui est sûr, c'est qu'au premier trimestre de l'an 2015, je crois que cette élection-là se fera. Et toutes les institutions sont en train de prendre forme et puis on va, même le matériel devant servir à cette élection et d'arriver, tout ça là-dedans. Moi, je me dis que il ne faut pas vite crier quand même que c'est fini pour l'opposition. Les Togolais sont tellement changeants et les Togolais veulent voir du neuf. Mais si ceux-là à qui le choix des Togolais est porté pour créer cet événement-là viennent à s'entre-déchirer, viennent à ne pas s'entendre sur le juste essentiel, moi je me dis que quelque part il y a de fortes raisons qu'il y ait plus de démobilisation et que les abstentions soient les choses qui viendront un peu perturber les calculs des uns et des autres. Abstention due à quoi? À quoi? Non, abstention due un peu à ce qui se fait au niveau parce de certains... on a plus peur de quitter le pays à cause d'être... Non, les gens... C'est peut-être... C'est vrai, l'aspiration des Togolais, c'est un changement vraiment. Le changement, c'est vrai. Et quand peut-être les leaders ne s'entendent pas. Ceux-là qui sont porteurs de ce changement-là n'arrivent pas à créer certaines dynamiques, cette entente dans leur sein pour peut-être le porter, le concrétiser par des faits. Moi, je me dis que le peuple peut s'abstenir. Dire que non, finalement, on ne se reconnaît pas dans nos dirigeants et que bon, il reste à la maison tranquillement. Voilà, j'aimerais que vous réagissiez sur la même question. Ouais, disons que c'est la déception qui va amener les gens à ne plus aller voter, c'est tout. Puisque les gens, il y a forcément des gens qui pensent qu'il y aura l'alternance avec l'opposition en 2015. Et si on commence par voir ces querelles qu'on retrouve au niveau de l'opposition togolaise dans le bloc de la coalition Arc-en-Ciel, on trouve que les gens ne parlent pas le même langage. Quand on vient au niveau du CST, ANC a dit aussi, c'est pas le bel amour. Donc finalement, les gens se disent qu'il y a déception et que le bateau est en train de prendre de l'eau et très tôt, c'est la déception, la démobilisation. Les gens ne vont plus accorder leur voix à ce groupe puisqu'ils savent qu'ils ne partent pas de façon compacte et la dynamique même qu'ils essaient de mettre en place ne va pas
évoluer. Il n'y aura pas une stratégie commune, c'est que chacun ira de son côté. Et le résultat, vous le connaissez. Quand on va en rang dispersé, c'est que ça peut aller se faire battre à plate couture. Voilà. Et bon, ce qu'il faut faire remarquer actuellement, c'est que au niveau du parti au pouvoir, je pense que les gens vont commencer par sauter du champagne parce que leur adversaire commence par montrer des signes de fébrilité, Voilà. ils montrent des signes de faiblesse et que tout ceci ne profite qu'au parti au pouvoir. Voilà. Et tous ceux qui ont toujours tendance à dire que le parti au pouvoir fraude les élections, fait ceci, non, ils vont commencer aussi par comprendre que c'est l'opposition même qui fragilise ses chances de remporter ces élections. Voilà. Et vous allez voir ce qui se passe actuellement. Si les ANC a dit se fissure au niveau de la coalition arc-en-ciel, c'est la même chose, c'est fini. Voilà. Les gens n'auront plus confiance en eux, les gens diront que même ce pouvoir qui est là et qui est en train de montrer des signes d'innovation, des signes de modernisation, il vaut mieux continuer avec eux au moins parce qu'ils savent où ils vont, parce qu'avec les autres qui se chamaillent pour des petits postes, des petits intérêts, ils sont là à se chamailler, ils oublient l'essentiel même de leur lutte. Voilà. Je pense qu'on ne peut plus faire foi à ces gens. C'est ce qui va se passer. Je vais vous proposer, chers confrères, d'avancer dans le débat avec ce mouvement d'humeur que nous avons constaté au sein de la douane togolaise. Au départ, on a entendu la douane, mais maintenant, c'est plus la douane, c'est un mouvement d'humeur au sein des transitaires de l'UPRAD et l'Union des transitaires du Togo. Nous allons suivre l'élément. Tout juste après, on reviendra pour les échanges. Manifestation, accusation, voilà la situation qui prévaut au sein du secteur de dédouanement et du transit au Togo. La semaine dernière déjà, les douaniers ont décrété 2 jours de grève, paralysant ainsi le cours des activités. Manifestation, accusation, voilà la situation qui prévaut au sein du secteur de dédouanement et du transit au Togo. La semaine dernière déjà, les douaniers ont décrété 2 jours de grève, paralysant ainsi le cours des activités au port autonome de Lomé. En début de cette semaine, le collectif des syndicats de transitaires non agréés du Togo rentrait dans la danse via un point de presse pour, dit-il, dénoncer l'Union professionnelle des agréés en douane du Togo, l'UPRAD Togo, qui, selon lui, tenterait d'exclure les transitaires non agréés du secteur. L'UPRAD, c'est l'Union professionnelle des agréés en douane. C'est cette union-là, principalement son bureau, qui veut profiter des réformes pour nous exclure, pour nous chasser. 45 à 55% de ces agréés-là sont sortis parmi nous. Ceux qui ont eu de l'argent ont créé des sociétés et ils sont venus devenir des commissionnaires agréés. Siègent aujourd'hui au niveau de l'UPRAD et veulent chasser maintenant leurs petits frères et menacent même des sociétés agréées qui veulent nous accompagner pour devenir aussi des agréés. L'accusé en question, l'UPRAD Togo, rompt également avec le silence et tient elle aussi une conférence de presse ce mardi après-midi pour, dit-elle, éclairer l'opinion publique sur les différents sujets relatifs au secteur portuaire. Qu'est-ce qui se passe réellement entre l'UPRAD Togo et les transitaires non agréés? Il ne se passe rien entre les non agréés et nous. Nous disons tout simplement que tout ce qui a été raconté sont des contre-vérités. Et nous avons produit des éléments. Nous sommes des collecteurs des droits et taxes pour l'État et c'est l'État qui nous a octroyé cet agrément-là. Et il faudrait que nous puissions exercer notre profession dans les meilleures conditions possibles. Et c'est pour ça que nous avons demandé que les procédures arrêtées pour que le guichet unique puisse marcher, que ces procédures soient respectées. Vous pouvez aisément voir si l'UPRAD a les moyens de pouvoir écarter tout ce monde-là. C'est des réformes qui sont fixées aujourd'hui par la réglementation ou le règlement numéro 10 de l'UEMOA. Et ce règlement édicte un certain nombre de conditions pour accéder à la profession. Pour mener à bien les recettes du pays, l'État togolais crée l'Office togolais des recettes OTR. Des réformes ont donc été entreprises dans le but de parfaire ces actions. Réforme qui ne devrait pas poser problème puisque le collectif des syndicats de transitaires du Togo et l'UPRAD Togo ne seraient pas contre des réformes du secteur portuaire. Nous demandons à l'État de faire des réformes à visage humain. Nous sommes des travailleurs. Nous travaillons pour le développement de ce pays. Nous encourageons tout le monde qui peut faire des réformes pour nous accompagner et non pour nous chasser sur le terrain. L'État aussi, je crois que ça ne va pas dans son intérêt de chasser les gens du terrain. Nous avons dit un certain nombre de choses concernant l'OTR. Nous avons porté notre avis
notre appréciation sur le soutien ou non de notre organisation à des manifestations qui sont faites. Et nous avons dit qu'une institution mise en place par l'État, il ne nous appartient pas de nous immiscer dans des problèmes internes concernant cette institution-là. Le secteur portuaire, désormais paralysé par ces différends, devrait-il faire face à une concurrence des ports voisins, puisque les potentiels clients pourraient solliciter les services de ces derniers? Qu'adviendra-t-il des activités si le problème devrait perdurer? Voilà autant de questions difficiles à répondre pour le moment. Voilà, autour sur ce plateau, chers confrères, vous venez de suivre avec moi ce reportage qui met aux prises, qui met aux prises l'UPRAD, l'Union des professionnels, j'ai oublié un peu la sigle, et nos amis du collectif des associations des transitaires du Togo. Alors là, nous avons en face de nous deux positions diamétralement opposées à l'Évo Tchakala. Non, moi je trouve que les positions ne sont pas aussi tranchées que on le penserait. Chacun essaie quand même de tirer le drap vers lui, parce que toutes les réformes ont des incidences sur ceux-là qui doivent animer ces réformes, la vie de cette réforme-là. Et si aujourd'hui certains pensent que ceux-là qui sont agréés, ceux-là qui ont leur agrément viendraient à les écraser sur le terrain par rapport aux réformes qui sont en cours, je crois que c'est de bon droit que certains se lèvent, ceux-là qui se sentent menacés se lèvent quand même pour dire que attention, il va falloir que vous pensiez que nous aussi nous existons. Et je crois que c'est ce que les transitaires non agréés ont eu à faire. Et s'il faut voir, maintenant pour être agréé, je crois que c'est tout un parcours, il faut avoir les moyens de sa politique. Ouais. Et ceux qui ont les moyens, on peut quand même s'octroyer ces examens-là, on peut avoir cet agrément-là de l'État. Maintenant, il appartient maintenant à ces transitaires-là qui crient peut-être à une certaine injustice de la part de l'UPRAD par rapport aux réformes, de s'entendre, de se constituer en de petits regroupements pour mieux mener le combat. On ne peut pas de façon individuelle quand même faire face à certaines situations d'urgence qui viennent se créer par rapport à ces réformes-là qui se créent, que ce soit au niveau de l'OTR, que ce soit au niveau du guichet automatique, donc guichet unique plutôt. Voilà. Donc je me dis qu'aujourd'hui, il ne faut pas quand même que les gens lancent la pierre en direction de ces gens-là qui ont pu asseoir leur notoriété en mettant les moyens qu'ils avaient pour quand même se donner un nom, pour se frayer un certain passage. Maintenant, ces gens-là qui disent qu'ils constituent le gros du lot, les transitaires, je crois qu'on ne va pas leur apprendre qu'en se réunissant, en formant des entités plus solides, ils deviendront encore plus forts. Là, moi, je les invite quand même à une certaine solidarité qu'à opérer de façon individuelle. Quand on opère de cette façon, on est fragile et on est vulnérable. Donc, franchement, le problème ne devrait même pas se poser. S'ils peuvent peut-être aller porter leurs services à ces gens-là qui sont déjà bien implantés sur le terrain, ils n'auront pas à perdre. Ils ont déjà la main. Peut-être qu'ils font la même chose, mais c'est la manière de le faire qui peut-être diffère un peu. Voilà. Là, franchement, il ne faudrait pas quand même qu'on crée au scandale que ces réformes-là n'ont pas de visage humain, mais il faudrait quand même qu'ils se mettent, qu'ils se donnent les coups de franche quand même pour former de grandes entités. Quand on prend tous ces transitaires-là qui n'ont pas les agréments, mais qui sont quand même en train de chercher leur paix quotidien par rapport à ce qu'ils ont appris, s'ils décident aujourd'hui de se donner des coups de franche pour former au moins 3 à 4 grandes entités pour peut-être faire face à la nouvelle donne, ils peuvent le faire et puis tirer leur épingle du jeu. Ça, c'est le conseil qu'on pourra leur donner. Sinon, personne n'en veut à ce qu'ils font parce que quand quelqu'un a un petit job, on voit toute la famille, tout le flot que cela génère derrière. Non? Franchement, ils ont leur place, mais il va falloir qu'ils se constituent en des entités quand même un peu plus costauds, plus fortes pour défendre leurs intérêts, leurs acquis. Oui, je pense que M. Tchakala a dit l'essentiel. C'est toujours, vous savez, toute réforme a toujours des incidences. Ça entraîne un changement de mentalité, un changement aussi d'action. Voilà. Donc, avec l'OTR et l'instauration du guichet unique, ça change les habitudes au niveau du port autonome de Lomé. Et donc, les transitaires qui étaient là, qui évoluaient dans l'informel, sont contraints maintenant d'évoluer vers quelque chose qui est beaucoup plus formalisé. Voilà. C'est-à-dire que
Tchakala donnait une piste. Ils pouvaient aussi se regrouper, former un bloc aussi solide et faire aussi le lobbying qu'il faut et pouvoir évoluer. S'ils sont ensemble, je pense qu'ils pourront aussi s'entendre. Mais au niveau de l'UPRAT, c'est vrai, c'est des gens qui ont consenti des moyens, qui ont sacrifié beaucoup de plaisir pour pouvoir constituer, disons, leur société de transit. Et on ne va pas accepter quand même que ceux qui évoluent dans l'informel viennent leur créer des ennuis sur le terrain, puisque eux, ils sont une société bien reconnue, ils paient des taxes. Ils font tout. En premier, s'il y a une réforme, c'est que les réformes doivent profiter à ceux qui sont déjà reconnus et qui font un travail beaucoup plus sérieux sur le terrain. Si vous prenez un transitaire avec sa société itinérante, il a son sac avec ses cachets, tout ça là, mais face à certaines situations, mais il détale, il fuit. Quand ils partent, c'est fini. Vous n'allez plus retrouver quelqu'un pour faire face aux préjudices causés. Mais avec l'UPRAT, vous savez que c'est une société qui est bien installée, qui a déjà des cautions au niveau de la banque, qui a aussi des devises, qui a la personnalité physique que vous voyez, mais et la personnalité morale que vous voyez. Mais avec un transitaire itinérant, mais il suffit de faire un forfait, le lendemain vous le retrouvez de l'autre côté de la frontière et il n'y a personne à saisir. Vous voyez. Donc il faut amener les gens vers le secteur beaucoup plus formel, en leur donnant aussi les outils nécessaires, parce que ces transitaires, je pense qu'au niveau même de la douane ou bien au niveau même de l'UPRAT, ils doivent trouver des passerelles pour pouvoir les renforcer, leur donner les ingrédients nécessaires pour aller vers une société agréée. C'est très important. Et l'État aussi a cette obligation de recadrer ce secteur, parce que c'est des milliers de personnes aussi qui sont au niveau de cette catégorie de transitaires. Ce collectif, des transitaires. Des transitaires qui ne sont pas agréés. Et si du jour au lendemain on supprime ça, c'est des problèmes sociaux qu'on est en train de créer. Parce que ces gens-là, vous savez, il y a un jargon populaire qui dit c'est des baïdés, c'est au jour le jour qui trouvent leur pain quotidien. Donc si un matin on vient dégager tout ce monde-là, ça va causer vraiment un malaise social. Donc l'État a obligation de prendre des dispositions très tôt et commencer par voir dans quelle mesure amener ces gens-là vers l'entrepreneuriat et essayer de satisfaire tout le monde pour qu'au niveau du port, chacun trouve gain de cause, parce que le port, c'est une propriété commune. Et donc chacun doit aller faire ses affaires là-bas librement et pouvoir nourrir sa famille. Je pense que c'est de bon droit que l'État doit penser à cela aussi rapidement. Voilà, on va croiser les doigts pour que tout s'arrange au niveau du port autonome de Lomé. Nous allons, mesdames et messieurs, poursuivre ou aborder le dernier virage de cette émission avec ce sujet. Je vais parler de la rentrée des classes qui est prévue pour le 29 septembre prochain. Mais déjà... Demain alors? Non, pas demain. Ouais, demain, lundi, effectivement. Mais il y a beaucoup de problèmes encore au sein des différents syndicats qui devraient pouvoir aller à cette rentrée. Nous allons suivre encore l'élément une fois et puis après on revient pour voir si cette rentrée sera vraiment effective demain. Au revoir. Voilà comment se terminait ce mardi au centre communautaire de Tokoin l'Assemblée générale de l'Union des syndicats de l'éducation du Togo au lendemain de la rencontre des responsables du dit mouvement avec les autorités de l'éducation. C'est le compte rendu de cette dernière rencontre qui divise ici les membres du syndicat. Deux tendances. Pour certains des responsables, l'idéal serait une rentrée effective tout en poursuivant les discussions sur les différentes primes avec le gouvernement. L'AG de Lomé a décidé que pas de prime, pas de rentrée. Maintenant, les enseignants ne sont pas que à Lomé, il y a à l'intérieur aussi. Donc, à l'intérieur, nous allons avoir leur avis. Si le gouvernement ne paie pas les primes, on a déjà même pris nos responsabilités. On va envoyer un courrier au gouvernement. Le courrier peut avoir plusieurs natures. Ça peut être une déclaration, ça peut être un mot d'ordre de grève, ça peut être un préavis. Pour d'autres, c'est une situation claire et le paiement des primes d'abord, sinon un mot d'ordre de grève. Nous nous sommes retirés pour nous concerter et qu'il a été clairement décidé que franchement, il faudrait que le gouvernement puisse prendre ses responsabilités afin que nous puissions aider à ce que cette rentrée soit apaisée. Donc nous disons, nous sommes unanimes sur le fait que si on ne paye pas la prime de rentrée, il n'y aura pas de rentrée. Et donc par rapport à ça, nous sommes dans la logique en bureau de déposer un mot d'ordre de grève d'ici peu. Et nous allons œuvrer pour que le mot d'ordre de grève puisse être déposé comme la base a demandé. Outre les primes de rentrée, les enseignants de l'UCET réclament un statut particulier de l'enseignant, la revalorisation des primes d'examen
la question des délégués affectés sans leur consentement, etc. À quelques jours de la rentrée académique 2014-2015, le mouvement syndical d'enseignants renoue avec ses traditionnelles revendications. La grande question, se dirige-t-on de nouveau vers les feuilletons de crise qu'avait connu le début de l'année scolaire 2013-2014 dernier? Voilà, quand retour sur ce plateau, comme je l'annonçais tantôt, nous abordons le dernier virage ou la dernière ligne droite de cette émission. Et je vous rappelle que nous recevons pour le compte de ce numéro Aliro Tchakala, directeur de publication du journal Courrier de la République, et Acha Ibrahim, lui, est par contre directeur de publication du journal Temps Nouveau. Aliro Tchakala, on le disait à l'instant, la rentrée des classes de l'année scolaire 2014-2015, c'est pour demain, officiellement annoncé par le ministre des enseignements primaires et secondaires. Mais avec ce nouveau mouvement d'humeur des syndicats, en particulier de l'U7, on craint le pire. Moi, je suis tout à fait sous le choc par rapport à ce qui est en train de se faire au niveau du système éducatif togolais. L'année passée, nous avions assisté à certaines scènes qui étaient quand même désagréables. Des reports sur reports, et puis on a dû forcer l'accouchement de la rentrée, et on a vu tout ce que cela avait causé. Et aujourd'hui, les enseignants et les responsables en charge de l'éducation ont passé de paisibles vacances. Et c'est à la veille de la rentrée des classes qu'ils montent sur leurs chevaux pour réclamer, même peut-être proférer des menaces que, bon, si telle condition n'est pas remplie, il n'y aurait pas de rentrée scolaire. Moi, je voudrais quand même en appeler à la conscience des uns et des autres qu'il va falloir que les gens se prennent un tout petit peu au sérieux et qu'ils privilégient et quand même l'avenir de nos enfants. La rentrée, quand on vous donne un peu le pourcentage des différents examens de fin d'année, l'année écoulée, là, ce qui a commencé en début d'année a eu des répercussions sérieuses sur ces résultats-là. Donc, si aujourd'hui certains viennent à dire que non, la rentrée ne sera pas effective, qu'ils vont envoyer un préavis de grève aux responsables en charge de l'éducation, ça part déjà bancal. Donc moi, franchement, c'est une scène qu'on ne voudrait pas, puisque depuis quelque temps, 3 ou 4 ans déjà, c'est aux mêmes scènes que nous assistons. Aujourd'hui, s'il y a quelqu'un qui a pu peut-être tenir le coup, l'année écoulée, le ministre qui a reçu le plus de coups, c'est le ministre Florent Manganawe. Il était au four au moulin. Moi, j'ai dit qu'il devrait prendre suffisamment d'expérience, suffisamment de galons par rapport à ce qu'il a enduré l'année passée pour parfaire cette année. Mais on a constaté, quand les occasions se sont offertes à nous pour peut-être parler de ce qui se trame, ce qui se profile à l'horizon, nous avons toujours interpellé les uns et les autres, les syndicats et les responsables à charge de l'éducation, de faire tout pour qu'on n'assiste pas à ces gamineries de rentrée auxquelles nous assistons toujours. Mais malheureusement, je crois qu'on a croisé les bras, on n'a rien fait. Et aujourd'hui, comme un boomerang, on se retrouve plein la face avec ce que nous avons toujours redouté. Donc c'est triste. C'est vrai, les revendications des enseignants sont légitimes. Quand on voit un peu ce qu'ils font, quand on voit un peu ce que les enseignants endurent, ce sont eux qui sont au four au moulin aujourd'hui. Quand les endroits les plus réguliers, là où on ne penserait pas qu'il y ait vie humaine, il y a toujours une catégorie d'agents là-bas. Si ce ne sont pas les agents, ce sont peut-être les agents de santé. C'est des agents. Et puis ce sont ces deux regroupements-là qui donnent toujours le ton. Il va falloir quand même qu'on se transcende à un certain niveau et qu'on essaie quand même de trouver suite à toutes les revendications de ces agents-là pour qu'on n'assiste plus à ces rentrées mouvementées, à ces rentrées à plusieurs tours. Voilà. Là, franchement... Qui ont des impacts sur les résultats absolument, scolaires. Absolument. Les derniers résultats, même le taux de réussite aux derniers examens, je vais parler à l'occurrence du bac, c'est très chuté. Absolument. Voilà. Acha Ibrahim, des revendications qui ne datent pas d'aujourd'hui. Comment expliquer que le même problème puisse revenir tout le temps sur la table sans vraiment trouver une issue à ce problème? Non, ce qu'il faut dire est qu'au Togo, nous sommes habitués avec l'impréparation. Et c'est toujours, comme le disent les Togolais, l'amateurisme dans tout. Et ça, vraiment, il va falloir que les Togolais soient beaucoup plus sérieux et rompre
sérieusement avec ces habitudes qui ne sont pas de nature à booster le développement dans notre pays. Mais le ministre savait que la rentrée est fixée au 29 septembre. Ils savent que demain, les enseignants seront à l'école. Mais ils devaient prendre les dispositions qu'il fallait pour que cette rentrée se passe dans de bonnes conditions. Il ne va pas attendre la veille de la rentrée avant de penser à voir comment il faut payer les primes de rentrée aux enseignants. On parle de primes de rentrée. Ce n'est pas au cours de la rentrée, quand les gens sont déjà à l'école, qu'on doit leur donner ça. On devrait leur donner ça avant la rentrée. Puisque ces primes sont destinées à quoi? C'est pour s'équiper. C'est pour acheter les manuels, les documents et autres, et pouvoir préparer les cours. Donc, si je comprends bien, pour le ministre, il faut reprendre les cours, l'enseignant doit reprendre les cours. Et c'est au cours de la rentrée qu'il va maintenant penser à préparer les cours pour les élèves. Non, ce n'est pas ça, ça se prépare en amont. On prépare les cours avant d'affronter le premier jour de la rentrée, commencer par dispenser les cours. Dans certains établissements, c'est le premier jour même de la rentrée, les cours sont dispensés. Donc le ministre devait prendre ses précautions, ses dispositions depuis fort longtemps. Et je pense qu'il a failli, et ça, il faut qu'il le reconnaisse. S'il faut payer, je pense qu'il devait privilégier les primes de la rentrée avant le salaire. Voilà. Qu'est-ce qui devait être fait? Il y a tellement de problèmes. On parle du statut du particulier de l'enseignant. Il y a des délégués qui avaient été affectés. C'est des délégués qui menaient vraiment les mouvements. Oui, si vous voyez bien la plateforme, vous savez que revendicative, les enseignants, ils ne peuvent pas venir dire seulement que payer nous les primes. Ils doivent lister tout ce qu'ils avaient comme doléances par le passé qui n'ont pas trouvé de satisfaction. Donc c'est ce qu'ils ont fait, c'est un ensemble de doléances, notamment les affectations qu'ils ont constatées au niveau de certains responsables syndicaux. Ils ont aussi remarqué qu'il y a des points aussi sur lesquels ils ne se sont pas attendus avec le ministre et disons plutôt avec l'administration publique. Je parle de leur statut particulier qui n'a pas été fait. Donc tout ça là, c'est des points aussi qui sont venus alourdir la plateforme. Mais le vrai problème, c'est les primes de rentrée, c'est ce que les enseignants veulent. Si on leur payait les primes de rentrée, je pense qu'ils ne vont même plus envisager la grève. Il fallait le faire à temps. Je pense que ça, c'est tout à fait normal que le ministre prenne ses dispositions. Il ne va pas attendre à quelques jours de la rentrée avant de parler de ces primes et dire que c'est lorsque les gens auront leur salaire, c'est après cela qu'ils vont payer les primes. Les primes devaient être payées avant les salaires. Je pense que ça, on doit être unanime là-dessus. Et ça m'amène à voir un peu ce qui se passe aussi sur d'autres sphères. Quand je prends le football, on savait qu'on avait déjà un match, mais on a attendu. Et c'est à la veille des matchs qu'on a commencé par courir de gauche à droite. Le résultat, vous allez le dire. Voilà, donc il faut éviter ces problèmes, éviter de naviguer à vue. Il faut être un homme, il faut être responsable, il faut être méthodique et évoluer dans une certaine cohérence. Quand vous avez des enjeux, et préparez-vous en conséquence pour affronter ces enjeux. Je pense que c'est très simple, quoi. Voilà. Aléro Tchekala, dernièrement ajouté. Oui, moi je dirais tout simplement que gouverner, c'est prévoir. Et si tout cela vient à surgir à la veille de la rentrée, je crois que certains ont failli. Et ceux qui ont failli, c'est ceux-là qui ont la gâchette sur les prises de décision, ceux-là qui ont quand même une certaine parcelle de responsabilité. Aujourd'hui, on ne va pas demander au chef de l'État ou au Premier ministre ou bien au président de l'Assemblée nationale de venir jouer le rôle qui revient de droit au ministre. Ils ont été nommés pour ça, ils sont payés pour ça, ils doivent assumer les responsabilités qui leur sont confiées. Donc aujourd'hui, si on constate cette navigation à vue, si on constate certaines impréparations, là, je crois qu'il y a quand même de fortes chances qu'on pointe le doigt accusateur sur ceux-là qui animent la vie de ces structures qui sont souvent défaillantes. Aujourd'hui, moi, le ministre Florent Mangana, il n'est pas seul. Il y a son collègue de l'enseignement Ibrahim Diabaté. Les deux, qu'est-ce qu'ils ont fait pendant toutes ces vacances-là? C'est vrai. Moi, à partir du moment où les enseignants ont accepté prendre une certaine hauteur pour peut-être permettre un heureux aboutissement de l'année scolaire écoulée, je crois qu'on devrait quand même s'attendre à ce qui est en train de se tramer et cette année-là, anticiper sur les choses et puis voir un peu ce qu'on peut faire. Maintenant, on n'attend pas. Aujourd'hui, c'est vrai, ça devient un moment de stress pour les parents. Est-ce que la rentrée, elle aura vraiment lieu? Est-ce que tout ça... Mais aujourd'hui, moi, je pourrais proposer quelque chose. C'est vrai, monsieur Florent Mangana, il ne fait que
dire ce que peut-être lui et son collègue de l'économie des finances ont décidé. Le ministre de l'économie, c'est lui qui a la main quand même au coffre. Voilà. Donc c'est lui qui peut mettre à disposition la manne pour qu'on puisse payer les primes des enseignants. Peut-être que le ministre de l'économie et des finances aurait dit à son collègue des enseignements primaires et secondaires que non, bon, c'est vrai, c'est leur droit, mais il va falloir que nous payions peut-être les salaires de fin de mois d'abord avant de s'occuper d'eux. Ben, tout le monde est parent d'élèves. Et tout le monde voudrait voir son enfant commencer de façon sereine la rentrée. Si les parents peuvent aussi accepter, concéder un petit retard dans la perception de leur salaire pour peut-être qu'on paie les primes pour que les enfants commencent. Je crois que ça ne serait pas le sacrifice de trop demander aux fonctionnaires de la République. C'est vrai, eux aussi ils ont besoin de cet argent-là pour préparer la rentrée des enfants. Mais face à l'équation actuelle qui se pose, faut-il quand même commencer de façon tumultueuse, comme on avait eu à le constater l'année dernière? Je crois que ça vaut la peine quand même que les parents et les enseignants puissent s'accorder. Et puis, tenez-vous bien, ce que les enseignants sont en train de faire, c'est un couteau à double tranchant, moi je le dirais. Voilà. Ils ont aujourd'hui l'adhésion des parents d'élèves à ce qu'ils sont en train d'entreprendre. Mais à force de vouloir tirer sur la corde déjà bien raide, ils vont quand même perdre la confiance et le soutien des parents d'élèves. Pourquoi perdre dans quelle mesure on perdre cette confiance? Vous savez, un parent qui en début d'année met les moyens pour que son enfant commence et que cet enfant aille à l'école et qu'on lui dise que non, il y a grève. Mais Aliou Tchakala, il ne peut pas travailler dans ces conditions. Si toutes les conditions ne sont pas réunies, on ne peut pas y aller. Oui, il ne peut pas aller, mais je crois qu'eux-mêmes, les enseignants même, ce sont des parents d'élèves. Ouais, ils sont parents d'élèves. On a l'impression qu'ils en ont tellement fait. Parce que, oui, ils en ont tellement fait. Ils en ont tellement fait. Je ne les accuse pas. Je dis c'est tout à fait légitime ce qu'ils revendiquent. Mais aujourd'hui, moi, je dis que tous les parents d'élèves que vous et nous sommes, on peut accepter, consentir le strict minimum de sacrifice pour que, bon, au regard de la situation tendue au milieu de certains ces mouvements syndicaux des enseignants, on peut peut-être accepter que non, pour que nous ne percevions pas nos salaires pour peut-être handicaper la rentrée de nos enfants, nous préférions quand même, on connaît un peu la masse de la prime, la masse que la prime peut induire par rapport à la chose. Donc, on pourrait peut-être accéder, si les fonctionnaires prennent leur salaire du 28 peut-être au 5, tout est déjà bouclé au niveau de tous les services. Là, on peut peut-être faire une petite rallonge. Et puis, là, on va appeler les enseignants et les responsables d'établissement à comprendre qu'au cas où certains élèves viendraient avec peut-être le strict minimum qu'il faut s'ils ne sont pas tout à fait prêts au niveau de leur fourniture, que les enseignants acceptent que c'est le sacrifice que les parents ont accepté, consentir pour que les primes des enseignants soient payées pour assurer une bonne rentrée des classes. Je crois que c'est toutes des pistes que nous sommes en train de tracer, donc il appartient aux décideurs de voir la faisabilité des choses. La situation est un peu critique parce que le problème devient récurrent. Ça fait plusieurs années qu'on assiste à ce cas de figure. Ibrahim Matia, vous allez réagir rapidement sur ce point avant de pouvoir rendre l'antenne, parce qu'on a fait un reportage au Grand Marché de Lomé, on a constaté vraiment que l'ambiance était morose. Il y a de cela 2, 3, 4 ans, quand vous allez au Grand Marché de Lomé, au marché d'Adaoulato, vous trouverez des cahiers, des étalages de vente de cahiers un peu partout. J'étais moi-même sur le terrain la dernière fois, j'ai été surpris par l'ambiance que j'ai eu à constater sur place. On a l'impression également que les parents même ne sont pas encore prêts. Tu le disais à l'instant, Aliou Tchakala, on est dans le doute. C'est le doute. En fait, ce doute est consécutif à quoi? À tout ce que nous remarquons actuellement dans le secteur de l'enseignement. Vous savez, avant, par le passé, quand on dit la rentrée c'est pour tel, c'est que le jour-là, vous serez là. Et certains même, ils vont avec les cahiers pour prendre les cours en même temps. Mais aujourd'hui, vous voyez, on dit à la rentrée, depuis avant-hier, d'aucuns disaient que non, il y a encore 2 semaines, on va rester à la maison. Les élèves même ne sont pas prêts à reprendre. Ils ne sont pas prêts. Ils sont indécis, ils disent que les professeurs sont indécis, ils ne vont pas reprendre. Et vous voyez, bon, c'est tout ceci qui amène l'état de morosité que nous constatons au marché et autres. Mais il revient aux acteurs de jouer leur jeu. Le ministre devait prendre ses responsabilités depuis fort longtemps, être en harmonie avec son ministre, avec son collègue des finances, pour que les fonds destinés à payer les primes de rentrée aux professeurs soient débloqués à temps. Vous voyez, mais il fallait le faire. Il fallait le faire à temps. Et au niveau des salaires, les salaires, ça, nous savons qu'à chaque fin du mois, l'État fait un effort actuellement sous
la présidence de Faure Faure Gnassingbé, Gnassingbé, il n'y a plus d'arriérés de salaire. Donc, c'est dire que le chef de l'État, Faure Gnassingbé, a essayé de mettre les bouchées doubles pour qu'il y ait plus de problèmes de salaire à la fin du mois au niveau des fonctionnaires. Nous le saluons pour ça. Et maintenant, pour payer les primes. Les primes ont été décidées, je pense qu'en accord avec les autorités du pays. Donc, à la veille de la rentrée, on devait veiller à ce que ces primes soient payées aux enseignants pour qu'ils reprennent. Si on n'en a pas payé, c'est qu'à quelque part, certains ont failli. Et je pense qu'il revient de plein droit au chef du gouvernement de prendre aussi ses responsabilités parce que lorsque les rentrées viendront à être sabotées, c'est l'action gouvernementale aussi qui est sabotée. Et je pense que le Premier ministre Oumezunu doit pouvoir aussi sévir parce qu'il ne va pas accepter que par la faute de certains individus qui n'ont pas pris des précautions à temps ou bien qui n'ont pas veillé à l'application des tests et font qu'on jette de l'anathème sur son action gouvernementale. Donc les gens doivent prendre leurs responsabilités et c'est à cela que nous appelons les deux ministres de l'éducation de vite faire. C'est vrai qu'ils ont déjà failli, mais ils peuvent aussi racoler les brèches comme on le dit et je pense que les choses iront pour de bon. Il y a déjà une menace de grève, ce n'est pas un préavis, une menace. Et donc s'ils entraient en consultation ou bien en contact avec les syndicats, ils pourront lever cette grève parce que les enseignants, n'oubliez pas que ce sont aussi des parents d'élèves, ils comprennent aussi, mais c'est quand ils sont essoufflés, ils sont à bout, ils prennent des dispositions qui quelquefois aussi compromettent l'avenir de leurs propres enfants. Merci à vous Ibrahim Acha Ibrahim. C'est la même chose. Vous êtes le directeur de publication du journal Temps Nouveau. Merci d'être passé sur ce plateau. Merci également à vous Ali Rouchakala, directeur de publication du journal Courrier de la République, pour la qualité des échanges. Nous espérons peut-être vous retrouver encore dans les jours qui viennent pour édifier encore le téléspectateur. Ça serait un plaisir pour nous. Voilà. Merci à vous à la maison de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous, comme d'habitude, dimanche à 21h la semaine prochaine. Même chaîne, même heure, pour un tout nouveau numéro de l'émission Le Point. Au revoir.